Analysons ensemble les phrases suivantes et peaufinons notre anglais en contexte. Alors, lorsque vous dites « When I were a teen », ce que vous voulez dire ici, c'est « lorsque j'étais un adolescent ». Teen est short for teenager qui signifie adolescent. Mais ce n'est pas là que se trouve l'erreur. C'est plutôt au niveau de la forme du verbe be. L'auxiliaire be au simple past et à la première personne du singulier ne sera pas were, mais plutôt was, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas impossible d'utiliser cette structure I suivie de were. Mais dans ce cas spécifique, nous serons au conditionnel. La phrase va commencer typiquement par if. On dira par exemple, if I were to visit a dream destination, I would choose... Alors, je vous laisse terminer la phrase dans un premier temps et puis ensuite la traduire en français. Qu'est-ce que ça signifie ici dans ce contexte? Et c'est pareil pour ce qu'on appelle inversion in English, donc dans les structures inversées. On dira aussi were I to travel, to visit, to whatever, I would, etc. Dites-moi en commentaire, quel est le conditional mood employé dans cette phrase? Zero, first, second ou third? Faites attention au verbe, à la concordance des temps. On a le simple past et on a le conditional simple. Is it first, zero, second? Let me know. Alors ça, c'est déjà un point. Donc on dira I was, you were, they were, and etc. Donc voici le cas exceptionnel dans lequel vous pourrez utiliser la forme were à la première personne du singulier. Et c'est pareil pour la troisième personne du singulier. Sachant que normalement, la forme qui correspond à ces deux personnes, lorsque vous conjuguez l'auxiliaire be au simple past, c'est was. I was, you were, he, she, it was, et tout le reste, c'est were. Donc, il faut faire attention au contexte. J'en profite pour vous glisser quelques éléments de vocabulaire supplémentaires. Par exemple, when I was younger, c'est comme ça que vous direz plus jeune, lorsque j'étais plus jeune, n'est-ce pas? Et si vous voulez dire plus jeune d'une autre manière, par exemple, si je veux traduire littéralement cette structure, ça va donner ma version plus jeune. En anglais, on dira my younger self. Il y a 10 ans de cela, 10 years ago, my younger self, 10 years ago, would... Alors, je vous laisse terminer cette phrase. What would it be? Un autre cas, c'est toujours dans le même contexte. Vous commencez la phrase. Donc ici, nous sommes en train de parler des habitudes dans le passé. Et on dit « When I was a teen », et par la suite « I was playing football ». Non, il y a une erreur dans cette phrase et elle se trouve au niveau du temps. On ne dira pas « I was playing football » pour parler d'une habitude dans le passé. « Was playing », c'est le... yeah, you've got it. Le past continuous. Et vous allez utiliser ce temps pour vous référer à une action qui était en cours à un moment donné dans le passé. Ou qui était en cours et qui a été interrompue par une autre action. On dira par exemple « Yesterday, around 12 p.m., I was having lunch ». Vous indiquez à quel moment est-ce que l'action était en cours. Une action était en cours à un moment spécifique. Un autre cas. I was sleeping when you called me. Une action qui était en cours et qui a été interrompue par une autre action. Et ça peut être aussi deux actions qui étaient en cours au même moment. I was studying when they were playing football. Ça, c'est le past continuous. Mais ici, vous voulez parler d'une habitude dans le passé. Il y a plusieurs manières d'exprimer cela. On va utiliser par exemple used to. Donc, plutôt que de dire « I was playing football », on dira « I used to play football ». Exactly. That's how you're going to say it. Ou vous pouvez aussi utiliser le verbe « I was playing football ». Ça, c'est nettement plus précis que le simple past aussi, par exemple. Vous n'allez pas dire « I played football » parce que vous êtes en train de vous référer à une habitude. Le simple past ne sera pas utilisé pour se référer à une habitude. De préférence, ça sera la forme « used to » suivie du verbe à la forme ing. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur used to. J'ai créé assez de contenu sur cette forme. Allez dans les moteurs de recherche et vous retrouverez les détails. Lorsque vous dites « With the time, that dream disappeared », ce que vous voulez dire ici, c'est que avec le temps, ce rêve a disparu. Alors, avec le temps, à travers le temps, etc. En anglais, on dira « over time » plutôt que « with the time ». Après, si vous voulez traduire littéralement cette structure « avec le temps », on dira with time. Parce que time is an abstract concept. Et donc, la règle du zero article s'applique. On n'utilisera pas l'article défini the pour se référer au temps. On dira tout simplement time. Donc,
le temps, c'est de l'argent. Time is money. Il y a une expression assez intéressante. Time waits for no man. Comment traduirez-vous cette expression? On se retrouve en commentaire pour ça. Ensuite, disappear. Déjà, bien entendu, vous savez que nous sommes au passé. Donc, il faudra que le verbe se conjugue au simple past. Overtime, my dream, or... Alors, vu qu'on a overtime et qu'on n'indique pas exactement quand est-ce que l'action s'est déroulée, je propose plutôt le present perfect. My dream has disappeared over time. Et si vous voulez dire spécifiquement se dissiper, il y a un verbe plus intéressant que disappear, tout simplement. On dira fade away. My dream or this dream has faded away over time, over the years, and etc. Lorsque vous dites the previous weekend before the last weekend, ce que vous voulez dire ici, c'est il y a 2 semaines en arrière, si vous voulez 2 week-ends en arrière. Donc, le week-end avant le week-end dernier. Alors, en anglais, vous direz the weekend before last. That's how you say it. The weekend before last. Lorsque vous dites I invited 2 colleagues at the office, ce que vous voulez dire ici, c'est que vous avez invité 2 collègues au bureau, ou soit que vous avez invité 2 collègues du bureau. Donc, en fonction du contexte de ce que vous voulez exprimer, les prépositions vont changer. 2 collègues au bureau, ici, il y a un mouvement. Donc, on va utiliser une préposition de mouvement. You invite someone to a place. Donc, to the office. Maintenant, si vous voulez dire des collègues du bureau, je pense que c'est ce qui est plus plausible d'ailleurs. Alors, dans ce cas, vous direz 2 colleagues from the office. Comment est-ce que vous direz, par exemple, j'irai avec 2 amis du quartier? Une phrase assez intéressante. Je vous laisse la traduire en commentaire. Lorsque vous dites aside of work, je pense que votre idée est de dire en dehors du travail, parce que aside, c'est de côté. To put something aside or to brush something aside, c'est mettre quelque chose de côté, écarter quelque chose. Je ne pense pas que ça soit exactement ce que vous vouliez dire. Donc, si vous voulez dire en dehors du travail, vous pouvez dire outside work, comme la préposition de lieu, outside, by opposition to inside. Away from work pourrait être une autre traduction contextuelle, mais en principe, on dira outside work. Par exemple, comment direz-vous en anglais? J'ai d'autres activités en dehors de mon travail principal. J'attends vos réponses en commentaire. Analysons cette phrase. When I fly to Côte d'Ivoire to pass my holidays, I make the same mistake. Alors, il y a quelques erreurs ici au niveau des temps verbaux et puis aussi du vocabulaire. Dans un premier temps, lorsque vous dites When I fly to Côte d'Ivoire, nous sommes au passé. Vous vous référez à quelque chose qui s'est déjà déroulé. Donc, quel est le simple past de fly? To fly, flew, flown. Exactly. Donc, on dira ici, when I flew to Côte d'Ivoire to, est-ce qu'on dira pass my holidays? Passé. C'est vrai qu'on dit en français, passé. Donc, on serait tenté de traduire littéralement avec le son qui se rapproche du verbe. Mais non, on ne dira pas pass a holiday. Ça sera plutôt spend. You spend time doing something. Donc, to spend your holiday, the same way you spend money. Donc, spend qui signifie aussi dépenser. Dépenser et passer dans un autre contexte. OK. Donc, ici, on dira When I flew to Côte d'Ivoire for my holidays or to spend my holidays. Ensuite, vous dites I make the same mistake. Ça sera I made the same mistake. Je n'ai plus le contexte, sinon je vous aurais certainement proposé une traduction beaucoup plus contextuelle et ajustée. Mais déjà, mot à mot, c'est ce que ça donne. Lorsque vous dites It was my first trip in Europe, vous voulez dire ce fut mon premier voyage en Europe. Mais la préposition gêne. On ne dira pas in Europe, c'est un mouvement. On dira to Europe. Exactly. My first trip to Europe. You're moving from one place to another. Généralement, vous savez que lorsqu'on a un verbe d'action comme to go, to fly, to move, and etc., ce verbe d'action sera suivi d'une préposition et une préposition de mouvement de préférence. To est la préposition de mouvement par excellence. Après, vous aurez d'autres prépositions de mouvement telles que across, towards, and so on and so forth. Donc, il faut faire attention à cela. Après aussi, il y a des traductions, il y a des idées imagées avec des verbes qui ne sont pas forcément à l'origine des verbes d'action, mais qui vont traduire un mouvement toujours. Donc, ça va dépendre. Alors, comment est-ce que vous direz,
par exemple, je suis arrivé à l'aéroport. Est-ce qu'on dira I have arrived to the airport or arrived at the airport? Ça, c'est très intéressant. Allez, on en parle en commentaire. Lorsque vous dites en anglais, he has a high level for me, vous voulez dire il a un niveau plus élevé que le mien, ou peut-être trop élevé pour moi. On va traduire ces deux idées. Dans un premier temps, plus élevé que, ça sera higher than. C'est ça la comparaison, hein? Donc vous avez un adjectif court, ce n'est pas une exception parce qu'il y a des exceptions. Donc on a high, qui est un adjectif court normal. On va tout simplement ajouter un ER suivi de than. He has a higher level than me. Ou on dira his level is higher than mine. Maintenant, si vous voulez dire son niveau est trop élevé pour moi, ça sera his level is too high. Et c'est là que vous pouvez utiliser le for me. Donc, in comparison to, c'est ça l'idée ici. Alors, voici les deux traductions. J'écoutais une conversation entre quelques apprenants et il y en a un qui cherchait un mot assez intéressant en anglais. Il voulait dire trouver le juste milieu. Je lui ai glissé le terme. Devinez, comment est-ce que vous traduirez ça en anglais? Alors, il y a plusieurs options. Déjà, cette notion de juste milieu a plusieurs traductions. On pourrait parler par exemple de middle ground. Trouver le juste milieu, mais middle ground, c'est aussi un terrain d'entente. To find a middle ground or a common ground, c'est un terrain d'entente. Par exemple, dans la résolution de conflits. Il y a une dispute, vous essayez de trouver un terrain d'entente. You're trying to find a middle ground. A common ground, en d'autres termes. Maintenant, lorsqu'on parle de juste milieu dans le contexte de l'équilibre, trouver l'équilibre entre deux choses ou plusieurs, alors on pourrait dire to find the right balance. Exactly. Donc après avec balance, on a fair balance, on a right balance and so on and so forth. Mais la notion de balance. Le mot equilibrium existe aussi. Pour parler d'équilibre, ça sonne un peu plus scientifique. Mais balance de base, c'est la traduction naturelle de la notion d'équilibre en anglais. Alors, comment direz-vous par exemple, je ne veux pas perdre l'équilibre? On se retrouve en commentaire. Lorsque vous dites en anglais, they are closed. Closed pour faire ressortir l'idée d'être fermé d'esprit. C'est pas mal. Closed, littéralement, c'est le fait d'être fermé comme une porte qui est fermée. Mais vous pouvez utiliser des termes un peu plus spécifiques pour développer ce qu'on appelle le advanced fluency. You can be more accurate, par exemple. Pour dire être fermé d'esprit, déjà toujours avec closed, vous pouvez dire closed minded avec un trait d'union, un hyphen. Assez intéressant comme ça, n'est-ce pas? Mais vous pouvez dire aussi inward thinking, si vous voulez vous référer au fait d'être renfermé sur soi-même. Le fait de ne pas être ouvert à d'autres perspectives, à d'autres cultures. To be inward thinking ou encore to be bottled up. Ce sont des traductions beaucoup plus spécifiques qui vous permettront de sound more natural. Alors, un autre cas ici. Comment dire en anglais comparer à? Alors, vous direz in comparison to ou compared to, la traduction littérale mot à mot, not bad. Lorsque vous dites en anglais I am admirative of, c'est trop calqué. C'est pensé français. Alors, vous voulez dire je suis admiratif de, donc j'admire, and then you mention it. Alors ici, la structure qui va se rapprocher beaucoup plus de celle qu'on a en français, c'est I am admiring of. Donc c'est admiring of, plutôt que de dire admirative of. Ou tout simplement I admire.